il y avait des patrouilles, plusieurs qu'on qualifiait de grosses patrouilles parce qu'il y avait plusieurs types d'éléments, toujours à la recherche de renseignements à peaufiner, voire voilà, à confirmer les renseignements que l'état-major disposait. Donc, après le bouclage qui ne s'est pas bien passé pour nous, il y a eu ensuite cette petite opération du SECOS, qui est une unité de sécurité qui était composée de militaires, de policiers, de gendarmes, très mobile, donc qui avait la capacité d'aller rechercher au plus près le contact, le renseignement. Et ça ne s'est pas très bien passé. Mais le kidnapping des deux gendarmes, sans faire d'extrapolation, bon, le détachement du SECOS a réagi. Ça s'est mal passé. Donc, ça a été pris comme une augmentation de la menace. Parallèlement à ce que j'ai dit tout à l'heure, les patrouilles qu'il y avait qui se faisaient accrocher par-ci, par-là. Très bien. Et je veux juste comprendre, les patrouilles que vous faites pour obtenir du renseignement, ont-elles une vocation autre que simplement obtenir du renseignement? Bien évidemment, quand elle se faisait accrocher, elle ripostait. Je vais reformuler ma question. Avant même, comme vous utilisez l'expression, se faire accrocher, lorsque les éléments des FDS allaient en zone à Bobo PK-18, quelle était leur mission? Quel était leur objectif? Leur but? C'était de préciser, voire de rechercher le renseignement, quitte à tomber, comme ce fut le détachement du SECOS, sur l'ennemi. Dans l'extrait que nous avons vu, il est fait mention que les FDS tenaient une position. Je ne me rappelle plus s'il est fait mention d'un carrefour ou d'un lieu précis, mais je crois que c'est un carrefour. Je ne veux pas être suggestif. On pourrait le réécouter, là. Mais on ne veut pas le faire. Et là, il y a des gens qui viennent dire « on a kidnappé de vos hommes ». Pourriez-vous nous expliquer, est-ce qu'on tenait, les FDS tenaient un point dans cette région-là de PK-18? Non, en ce sens que j'avais dit plus haut que le carrefour PK-18 et ses alentours étaient contrôlés par l'ennemi. Et sans extrapoler, les deux opérations, en tout cas majeures, le bouclage et la patrouille du SECOS, ont payé les frais. Donc ensuite, il va falloir, pour l'état-major, reprendre ce carrefour via l'axe principal qui va à Niamey, etc., à Dopé. Donc ça devenait un point stratégique pour l'état-major à récupérer, au moins, ou à chasser l'ennemi qui s'y trouvait, comme je l'ai dit plus haut, qui était installé. Monsieur
Témoin, je veux juste revenir sur quelque chose que vous avez dit ce matin avant la pause déjeuner. Y a-t-il une différence entre point à tenir et point tenu? Oui, il peut y avoir une différence. Point à tenir, c'est une action qui va se faire, qui est un objectif à atteindre. Mais un point tenu, c'est soit les amis qui sont là, qui tiennent le point, soit c'est l'ennemi. Mais dans le cas de la partie du SECOS, c'est vrai que ça a été dit dans le message du porte-parole, mais dans la pratique, il ne tenait pas le carrefour. Il ne tenait pas la zone parce qu'il y a le carrefour et ses alentours. Le carrefour en lui-même n'est pas important, mais c'est ses alentours. Très bien. Alors, ce que je proposerais de faire, Monsieur le Président, c'est de référer maintenant à ces points, ces carrefours, avec l'aide d'une carte, et j'utiliserai tout simplement la carte que le témoin a notée lui-même durant son entretien. Alors, c'est la pièce 0082-0016, et c'est l'annexe 4 de la déclaration que le témoin a donnée au bureau du procureur. Alors, pour la visionner, il va falloir se rendre sur Evidence 1, je crois bien. Done by the witness himself. Et le témoin l'a noté lui-même lors de son interrogatoire par les enquêteurs, M. McDonald. Je ne pense pas que ça va être sujet à controverse. Donc, je n'essaye pas de le président Clarté. Et j'en ai une copie papier, peut-être ça va être plus facile. Or we can maybe ask the prosecutor. La greffière d'audience, nous pouvons demander à l'accusation de prendre la main et puis d'afficher cela depuis son ordinateur. En effet, l'ordinateur du greffe a quelques soucis à l'heure actuelle. Non, l'ordinateur du greffe remarche. Monsieur McDonald, j'aimerais quand même donner une copie papier de cette carte au témoin. Si vous me le permettez, Monsieur le Président. Allez-y. Monsieur McDonald, merci. Et le témoin peut annoter, en revanche, la carte qui est sur l'écran pour avoir une copie électronique. Merci. Écoutez, monsieur le témoin, je vais vous diriger parce qu'il s'agit d'une carte, il s'agit de points qui ne sont pas contestés. C'est une carte, des points connus. Alors, on sait que dans la partie nord-ouest, donc en haut à gauche de la carte, il y a deux carrefours. Il y a la route qui vient donc d'Abobo, l'autoroute, n'est-ce pas, qui vient d'Abobo. Et on arrive à un carrefour que vous avez encerclé lors de l'entretien en rouge. Est-ce que vous savez le nom de ce carrefour? Bon, je dirais carrefour. Non, je n'ai pas le nom précis, mais bon, c'est le carrefour qui est le même alignement que le carrefour de PK18, en partant vers l'est, pour rejoindre, comme vous l'avez dit, l'autoroute. D'accord. Donc, si on suit l'autoroute qui vient d'Abobo, le sud, qui monte vers PK18, il y a un cercle rouge. Si je vous suggère carrefour PK18, est-ce que c'est bien cela? Oui, celui de gauche, c'est le carrefour PK18. Pourriez-vous, s'il vous plaît, sur l'écran, encercler celui que vous comprenez comme étant le carrefour PK18? Je ne parle pas de la route qui vient de la Maca, là.
Can we zoom out just a bit, please? Pouvons-nous, s'il vous plaît, faire un zoom arrière? Le président, mais qui a fait le zoom avant? Ah, c'est le témoin qui a fait le zoom avant. Je peux? Oui, s'il vous plaît, j'aimerais que vous encercliez. On voit deux points, un rouge, un bleu. J'aimerais savoir lequel est le carrefour PK18 et lequel est le carrefour Endotré selon vous. Le carrefour PK18, c'est celui-là. Donc, vous venez de faire un cercle. Et l'autre carrefour, si on continue la route qui rejoint l'autoroute, donc la route qui est perpendiculaire, qui part du carrefour que vous venez d'encercler, qui va vers la droite et qui rejoint l'autre cercle rouge qui est fait. Comment vous appelez ce carrefour? C'est celui-là dont je n'ai pas le nom précis. Très bien. Alors, juste pour être certain, à l'un ou l'autre de ces ronds-points qu'on voit, soit celui de gauche que vous avez encerclé ou celui de droite, en date du 22 mars, la position était-elle tenue par des membres des FDS? Respectueusement, une fois encore de plus, les dates, je suis pas à l'aise, mais je vais aller dans les événements. L'événement tel que décrit par le porte-parole. Oui, si c'est l'événement décrit par le porte-parole, c'est-à-dire la mise en déroute du détachement SECOS, à cet instant-là, les FDS n'avaient pas le contrôle du carrefour Ndotré, ils n'avaient pas le contrôle de la zone. Très bien. Que se passe-t-il par la suite? La troisième opération. La troisième opération, en tenant compte du bouclage de l'opération de police qui consistait à faire des perquisitions, qui a échoué. Ensuite, je donne les opérations majeures. Ensuite, la partie du SECOS qui va au contact. Et les deux gendarmes qui ont été, je pense que c'était une supercherie, bon, qui ont été mis en déroute. Ça veut dire que la menace se précise, les renseignements se confirment, la zone est occupée. État-major envoie un genre de sous-groupement, qu'on appelle sous-groupement, c'est une unité mixte composite, qui part dans l'objectif de reprendre le carrefour, ou au moins de dégager l'ennemi. Malheureusement,
ça ne se passe pas bien. Un lieutenant qui tombe, 16 sous-officiers de gendarmerie qui tombent. Et le détachement est obligé, comme on dit dans notre jargon, de décrocher. Une 4e opération s'impose. La 4e opération, il y a un détachement qui est basé à la Maka, puisque les FDS n'ont plus le contrôle de ce quadrilatère. Donc, ils sont repliés sur la Maka, qui est mis sur la carte, là, peut-être 2-3 km. Un détachement est installé là-bas. Bien évidemment, pour éviter que l'ennemi puisse progresser, parce qu'après la Maka, on est dans plein Abidjan, Yopougon, le plateau. C'est une affaire de... c'est rapide. Donc l'état-major décide de mener une action d'envergure. Envergure, qu'est-ce que je veux dire par là? En tenant compte des RUTEX, c'est-à-dire des retours d'expérience. Comment les 3 opérations précédentes majeures ont échoué. À partir d'un RUTEX, l'état-major lance une opération offensive pour reprendre la zone d'Undotré. C'est ainsi que des patrouilles offensives vont être menées sur au moins les 2 axes. Avez-vous participé à cette mission? Vers 18h, l'opération est en train d'être réfléchie. Donc, la préparation matérielle, la désignation des différentes patrouilles offensives, les différents chefs qui allaient être à la tête de ces patrouilles. Dans ce cadre-là, je reçois les ordres, je suis désigné pour conduire la patrouille offensive qui se trouvait sur l'axe Maka-Ndotré. Donc je me déporte à la Maka dans la soirée. Mes ordres, c'est de prendre en compte le détachement qui est sur place. Je relève un capitaine et le lendemain, dans l'après-midi, l'opération a été déclenchée. Donc c'est une opération avec plusieurs détachements combinés en vue de chasser l'ennemi qui occupait le quadrilatère Carrefour Ndotré, le carrefour plus à l'est, et puis la profondeur, au minimum 1 km, selon les renseignements, occupés par l'ennemi. Et bien évidemment, comme sur la carte, je disais tout à l'heure que le carrefour est une chose, mais ce sont les alentours. Le côté gauche, ouest du carrefour était aussi occupé. Parce que lors du bouclage, c'est ici que les engins blindés de la police ont été accrochés. Et au sud du carrefour, d'autres toujours, c'est à ce niveau que le détachement qui a réalisé la 3e opération a été pris à partie. Où c'est le groupe qui était en arrière qui est tombé, comme on dit, dans l'embuscade. Et ceux qui étaient bien évidemment en tête étaient au contact. Je m'excuse de vous interrompre, je fais le signe de la main. Juste, on le voit sur la carte, mais on voit bien qu'il y a un petit carré avec les mots Maka en bas à gauche sur le plan. On voit également les zones occupées, c'est des cercles avec des rayures. Can we zoom out a bit? Otherwise we do. Pouvons-nous plutôt réduire
Sinon, on ne voit pas la boîte, mais pas tout de suite. Encore un peu, encore un peu. C'est parfait, Monsieur McDonald dit c'est parfait. Donc, l'axe Maca vers le nord, cette route, ça va vers quel endroit? Ça part direction Agnaman, à Dopé, et c'est un axe qui monte sur les agglomérations de l'Est. Très bien. Pour les fins de mon interrogatoire, je vais faire référence à l'axe Maca-Anyama. Donc, sur cet axe, vous avez participé, je dirais même plus, commandé une opération. Nous allons revenir brièvement des détails, mais j'aimerais savoir, à ce moment-là, quand vous dites, ça veut dire quoi ça, une opération offensive? Il faut dire que de façon générale, les FDS étaient en position défensive parce qu'il était question de défendre un territoire. Maintenant, quand les combats ont commencé, l'ennemi nous arrachait des positions. L'ennemi occupait des sites. Mais nous, l'esprit, c'est toute la défense. Mais comme on nous a arraché une partie, il faut la reprendre. Et c'est dans cette optique-là qu'on mène forcément des actions offensives. C'est-à-dire pour aller reprendre, chasser l'ennemi, pour reprendre les positions initiales. Nous avons vu ce matin dans la documentation, que ce soit en février ou en mars, on parle d'opération de sécurisation. Est-ce qu'il y a une distinction entre opération de sécurisation et ce que vous décrivez comme une opération offensive? En défensive, j'ai dit. Mais en fait, à votre permission. Excusez-moi, je veux juste qu'on soit très clair. Vous avez parlé que reprendre Endotré était offensif. Oui. Alors ma question est la suivante. Y a-t-il une distinction entre opération de sécurisation et opération que vous décrivez comme étant offensive? Bien, la posture globale des FDS, comme ça a été dit dans le message lu ici, nous sécurisions la zone d'Abobo parce que la menace a apparu. Il fallait sécuriser, c'est-à-dire faire des patrouilles, mettre des gens sur des points sensibles. Mais plus la menace montait, qu'on nous arrachait nos positions, on était amené à faire deux choses. À les conserver en menant des actions défensives ou à les reprendre quand on les perdait en menant des actions offensives, telles que celle qui fait l'objet, je pense, des questions. Très bien. Selon vous, en tant que militaire, y a-t-il une distinction au niveau des règles d'engagement de l'armée lorsqu'on est en matière de sécurisation, donc opération de sécurisation, et une opération que vous décrivez comme étant offensive? Oui, et dans les ordres d'opération que nous avons eu à voir, je crois le Frago, un des Fragos précise l'ouverture du feu sur ordre. Ça veut dire que l'esprit, c'était bien évidemment la sécurisation. Mais dès qu'on a passé le cap, ce dont je viens de parler tout de suite, on mène une opération offensive. C'est pour aller reprendre. Donc là, les règles d'engagement sont différentes.
Était-ce une opération militaire au sens propre du terme? Oui. Oui, c'était une opération militaire. Très bien. Il est 18 heures, on fait un plan. Quel était ce plan? Qui est présent? Quelles sont les discussions? Avant l'opération offensive dont on va décrire à l'axe Ndautré. Bien, ce ne sont pas des... Je ne pourrais pas définir des personnes, mais je dirais plutôt quelles étaient les entités qui ont participé. Mais je répondrai les... Je vous interromps. Ce n'est pas pour vous interrompre de répondre. Je regarde l'heure. Il me reste 1 heure. Et j'ai quelques sujets à couvrir. Alors, j'aimerais aller à l'essentiel. Avant de vous envoyer sur le terrain, vous avez mentionné qu'il y a eu une planification. Donc, j'aimerais savoir qui fait cette planification avant de vous envoyer. Respectueusement, je ne pourrais pas dire qui. Je pourrais dire simplement que la machine s'est mise en route de façon traditionnelle, c'est-à-dire il y a un état-major qui a accumulé un certain nombre d'échecs, qui a un certain nombre de renseignements, décide d'une opération offensive pour reprendre une zone qui lui est chère par rapport à sa position. Donc désigne, compose une unité, désigne un officier ailleurs et puis lui confie la mission. Qui vous a désigné? C'est le commandement qui m'a désigné. Qui au sein du commandement? Il y a bien une personne qui vous a informé. Qui est cette personne? C'est le commandement. Your Honors, I think it's the time. Monsieur le Président, je pense qu'il est temps que la Chambre intervienne afin de rappeler aux témoins qu'il est ici pour répondre à des questions. Un commandement est composé de personnes et je crois que le témoin essaie d'éluder la question. Il ne veut pas répondre frontalement à une question que je lui pose et qui est, ma foi, fort simple. Le Président, Monsieur le témoin, la question est effectivement assez simple. Qui était votre supérieur? Qui vous a donné l'ordre? C'est le chef d'état-major qui est le chef. Donc toutes les décisions de... Puis-je continuer, Monsieur le Président? Yes, of course. Le Président, oui, bien sûr, allez-y. L'état-major est le chef. Donc toutes les désignations de personnel se font avec son assentiment, c'est-à-dire c'est sous sa responsabilité. Donc je dirais le chef d'état-major. Thank you. Le Président, je vous remercie. J5, du J3. Excusez-moi, je n'ai pas bien compris la question. Pour cette opération que nous allons tenter de dater tout à l'heure, très bientôt, le CPCO a-t-il joué un rôle? Bon, je pense que Abidjan était divisé en 5 zones. Donc, comme je l'ai dit, le général Deto était le directeur circonstanciel des opérations. Mais le CPCO, je dis, a toujours joué son rôle. Je n'arrive pas à décrypter, enfin précisément à dire qui a fait ça, qui a fait ceci. Ce qui est sûr, c'est une opération clairement organisée à l'état-major. Nous allons y revenir tout à l'heure, mais je veux juste tenter de l'orientation dans le temps. Vous avez été posté à un certain moment, et on va y venir, au camp commando d'Abobo. Vous rappelez-vous les dates à laquelle vous avez été posté au camp commando?
c'était après cette opération. Vous rappelez-vous les dates à laquelle vous avez été assigné au camp commando? Bon, j'avoue que, respectueusement, les dates, franchement, pour ne pas dire faux, parce que je suis plus à l'aise en présentant les événements de façon chronologique, mais vraiment donner des dates précises, je risquerais de passer à côté de la plaque. Si je vous suggérais que du 28 février au 4 mars 2011, vous avez été assigné au camp commando, est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire? Oui, ça me rafraîchit la mémoire. Combien de jours avant votre assignation ou votre arrivée au camp commando le 28 février, cette opération a-t-elle eu lieu? Pas plus de 3 jours. Mais j'aimerais dire, le rôle ou l'assignation, comme vous le dites, au PC, à Bobo, c'est dans une organisation. Ce n'était pas une désignation spécifique. On y vient, monsieur le témoin, n'ayez crainte. C'était juste pour vous tenter de situer cette 4e opération dans le temps et dans l'espace. Donc, vous dites pas plus de 3 jours avant votre arrivée au camp commando. Environ. D'accord. Quels sont les moyens organiques pour en finir avec l'opération de quelques jours avant votre arrivée au camp commando? Quels étaient les moyens organiques que vous aviez à votre disposition pour cette opération offensive? Pour cette opération offensive, donc comme je l'ai dit, j'ai trouvé un détachement sur place qui était mixte. Il y avait une section du 1er BCP, il y avait une section du génie, une section du 1er bataillon d'infanterie, il y avait un engin blindé du GEB, une unité de la gendarmerie. Il y avait aussi un détachement de la police. Et il y avait aussi un groupe, on dirait, du BASA, du bataillon d'artillerie sol-air. Ça, c'est ce que vous trouvez sur les lieux ou est-ce ce que les moyens utilisés pour reprendre l'axe Maka-Ndotré? Maka-Anyama. Quand j'arrive sur les lieux, il n'y avait pas le détachement de la gendarmerie. Il n'y avait pas aussi le détachement de la police qui ont rejoint le lendemain parce que je suis arrivé à la Maka dans la soirée. Donc l'état-major, comme je le disais tantôt, c'est une opération avec plusieurs actions, donc plusieurs détachements. Donc il constituait à l'état-major les détachements qui allaient sur le terrain. Donc ce que j'ai trouvé a été complété. Pourquoi la police et la gendarmerie à ce moment-là, s'il s'agit d'une opération dite offensive? Que viennent-ils faire dans cette opération? Nous devons quitter la Maka pour aller mener l'action. Donc nos arrières, la Maka, la prison, qui reste toujours un point assez sensible pour diverses raisons. Donc les policiers ont eu
pour mission, dans cette action, de sécuriser nos arrières, voire la MACA. Ils ne sont pas allés au contact. Lors de cette opération, quel armement aviez-vous à votre disposition? C'est-à-dire, deux choses. Les forces qui se sont déplacées, donc, pas celles qui sont restées derrière, mais les forces, les unités qui se sont déplacées, et quel était l'armement à leur disposition? Bien, je tiens à préciser que sur les deux axes principaux, il y avait deux unités constituées. Et je ne connaissais pas la composition de l'unité voisine qui était sur l'axe, et si éventuellement aussi il y avait d'autres unités. Je disais que c'était une opération de grande envergure. En ce qui me concerne sur mon axe, j'avais la section du 1er BCP, du 1er bataillon, un groupe du BASA et le GEB, c'est une unité qui a les engins semi-blindés de la gendarmerie. Donc, que se passe-t-il? C'est-à-dire, l'armement, ils avaient leur armement organique, ces unités? Oui. Les sections précitées avec leur armement organique. Le BASA avec une pièce de bitume. Et puis, les gendarmes avaient un engin blindé avec une arme collective sur la tourelle. Une 12-7. Pardon? Une 12-7. Une 12-7. Et les armes individuelles? C'était des Kalash. Des Kalachnikov. Y avait-il des RPG? Dans une section d'infanterie, il y a toujours au moins 3 RPG, c'est-à-dire un par groupe. Est-ce que tout cet armement a été utilisé lors de cette opération? Bien, dans une opération de ce genre, le chef, dans sa position, puisque je dis c'était de l'armement conventionnel et organique, donc c'est un engagement avec tous les moyens. Et les bitubes, c'est du combien de millimètres? 22 mm. Avez-vous donné l'ordre d'utiliser des bitubes? Face au bouchon qu'il y avait, le bitume servait d'appui. Donc, pour ouvrir, comme on dit chez nous, pour ouvrir le bouchon, il a fallu faire un tir de bitume. Et dans cette zone qu'on voit sur la carte, la même carte que vous avez annotée tout à l'heure, les zones ombragées, ce que vous appelez les zones occupées, ces zones, décrivez-nous la géographie, c'est quelle sorte de lieu? C'est un quartier sur la droite. Donc, on est en ville? Oui. En zone habitée? Nous sommes en ville. À votre connaissance, avant l'utilisation de ces armes et quoi que ce soit durant cette période, avait-on déclaré à Bobo, PK-18, cette Carrefour Indautré, zone de guerre?
Je n'ai je n'ai pas eu d'informations concernant de façon formelle que Abobo est une zone de guerre. Bon, moi, en tant que chef militaire sur le terrain, c'est une zone de combat avec tout le passé récent qu'il y a eu. Donc, c'est ce qui était dans notre esprit, une zone de combat. Et avec les renseignements, c'est sur ça qu'on s'appuie pour évoluer. Et les faits récents, c'est une zone qui était occupée par l'ennemi. Y a-t-il une différence entre zone de combat et zone de guerre, selon ce que vous nous dites? Oui, tout d'abord, la zone de guerre, comme je l'ai dit tantôt, elle est décrétée par l'autorité politique, bien évidemment selon des renseignements remontés par le volet militaire, en faisant l'état des lieux. Et la décision se prend au niveau politique, avec d'autres paramètres que je ne maîtrise pas, forcément, puisqu'au niveau politique. Mais maintenant, dans l'esprit des soldats que nous étions, avec les RUTEX, les retours d'expérience, cette zone était une zone de combat. Alors, je crois qu'il est important pour la Chambre de bien comprendre, Monsieur le témoin. Est-ce qu'une zone de combat, pour vous, signifie une zone de guerre sans la déclaration de zone de guerre? Non. But I Tout- think we have understood. Le juge président, je pense que nous avons compris. Maître Altit. Oui, je pense aussi, comme vous, que nous avons compris. Et surtout, le témoin a dit très clairement quelle était pour lui la différence. Maintenant, on essaie de faire revenir sur ce qu'il a dit en lui demandant « Mais est-ce que vous pensez que quand même, malgré tout, et on tourne autour du pot, on tourne autour du pot, pour essayer de lui faire dire quelque chose qu'il n'a pas dit cette fois-ci, qu'il n'a pas dit avant, qu'il n'a pas dit à aucun moment. » Donc je crois que la question est réglée, il me semble. Le témoin a répondu non pas une fois, non pas deux fois, mais de très nombreuses fois, de manière extrêmement précise. Y revenir encore revient à tenter de circonvenir le témoin, de circonvenir ce qu'il a dit. It's okay. It's okay, Your Honor. Monsieur MacDonald, très bien, Monsieur le Président. Si la réponse est claire pour la Chambre, c'est ce qui est le plus important. Le juge président, qu'est-ce que vous aviez dit? Qu'est-ce que vous avez dit? Parce que l'interprète n'avait pas encore terminé son interprétation. Monsieur MacDonald, si la Chambre a clairement compris la réponse, eh bien, nul besoin de poursuivre sur ce sujet. Le président, non, ce n'est pas nécessaire. Y a-t-il, parce que c'est une zone de combat, dans votre esprit, je vais reformuler. Quelles sont les règles d'engagement qu'il faut appliquer à ce moment-là s'il s'agit d'une zone de combat? Les règles d'engagement peuvent varier selon la situation terrain et même la mission. Mais au minimum, ce qui est constant, c'est de traiter que les objectifs militaires. C'est d'employer l'armement adéquat, pour ne pas dire conventionnel ou organique. C'est d'épargner au mieux les populations civiles, mais dans le cas précis, je me permettrais de dire plutôt les non-combattants, puisque c'était un combat asymétrique, une armée régulière ayant de l'armement, des principes
je dirais, conventionnels d'action qui combattent en tenue, donc visible. Face à cette armée, nous avions une bande armée, c'est-à-dire des gens qui combattent, qui ne sont pas distinctifs. D'où la difficulté. Mais nous sommes obligés, dans les règles d'engagement, de faire la différence entre un combattant et un non-combattant. Donc ça, au moins, sont des règles qui sont dites. Très bien. Donc, vous appliquez les règles de la guerre. Car ce que vous décrivez, c'est les règles d'engagement en matière de guerre. Yes, but Le président, certes, mais Monsieur McDonald, d'accord, nous avons compris, Monsieur le Président. Nous le ferons valoir plus tard. Je suis en train d'argumenter avec le témoin. Le président, le témoin nous fait part de faits. C'est à nous qu'il appartient de les apprécier. Monsieur McDonald, d'accord, j'ai compris. D'avoir appelé le procureur à l'autre. Je voulais exactement dire la même chose. yes. Please go ahead. Très bien. Le président, poursuivez. Crime civil. Lors de cette opération, c'est-à-dire de non-combattants. Bien, je reprécise qu'en face, l'ennemi n'était pas une armée, c'était une bande armée, donc sans minimiser qui que ce soit. Donc, l'ennemi combattait en civil. Bien, pour savoir si nous on avait affaire aux combattants, c'est parce qu'on nous tirait là-dessus aussi. Donc après, pour savoir si cet ennemi, enfin, si cette personne tombée était combattant ou non combattante dans le feu de l'action, j'avoue que je ne peux pas répondre. Il me serait difficile. Très bien. Alors, le 28 février au 4 mars, vous êtes au camp commando. Expliquez-nous les circonstances de votre arrivée au camp commando et voilà. Bien. Les 5 zones ou 6 zones définies par l'état-major, dans son organisation, il a été érigé des PC, des postes de commandement. Donc des officiers devaient animer ces postes de commandement, notamment celui d'Abobo. Au départ, c'était les chefs de corps et les commandants en second des bataillons des forces terrestres qui se relayaient. Et à un moment donné, comme par hasard, juste après cette opération, le chef état-major et le chef CO, l'état-major, a décidé que les officiers travaillant au CPCO vont assurer cette mission. Et c'est ainsi qu'il y a un ordre de passage et j'ai été le premier dans l'ordre de passage. Et j'ai relevé le lieutenant-colonel Doumbia Lassina, qui est aujourd'hui général 2 étoiles, commandant les forces spéciales et chef d'état-major adjoint. Il était chef de corps du 1er bataillon. Donc, comme je l'ai dit, sont eux qui assuraient ce service. Il était décidé par l'état-major, le chef d'état-major, que les officiers du CPC iront au niveau d'Abobo, que ce sera les officiers du CPCO. Donc, j'ai relevé le général Doumbia. Et après moi, on faisait une semaine. Et après moi, il y a eu le
lieutenant-colonel, qui est colonel, je crois maintenant, le colonel Nyamke, qui m'a relevé, et ainsi de suite, qui était aussi au CPCO comme moi. Donc voilà comment je me suis retrouvé, moi, dans ma période du 28 au 4. Selon vous, était-ce normal d'assigner des membres du CPCO pour diriger des opérations sur le terrain? Monsieur Clavez. No. What's your opinion? No. Le président, non. Non. Une opinion. Il ne s'agit pas d'un fait. C'est une opinion que vous sollicitez. Vous lui demandez d'exprimer son opinion. Et vous le dites d'ailleurs dans votre question, vous dites à votre avis. C'est ainsi que, Monsieur McDonald, c'est peut-être ainsi que ça a été traduit, mais moi je ne l'ai pas dit cela. Le président, oui, c'est ce que j'ai entendu en traduction. Monsieur McDonald, je reformule alors. Monsieur le Président, je Maître voudrais André. juste vous rassurer que ce que vous avez entendu est ce que nous avons entendu en français. Okay. Selon vous. Please rephrase Le président, reformulez s'il vous plaît. for facts. Et contentez-vous des faits et non pas d'opinions. In any case, opinion, not opinion. Le président, en tout état de cause, c'est un fait. Il a été nommé. C'est à nous de tirer les conclusions qui s'imposent. Monsieur McDonald, est-ce que je peux lui demander comment il a ressenti cela? Est-ce que c'était normal? Était-ce normal? D'assigner un officier du CPCO pour mener des opérations sur le terrain. Bien, normal, ça veut dire quoi en fait? Excusez-moi. Did it happen? Le président, est-ce que ça s'est déjà produit avant cela? Bien, ce qu'il faut savoir, c'est la qualité du personnel qu'on a sous la main. S'agissant de nous, officiers du CPCO, nous étions tous diplômés d'état-major. Donc, on avait les outils nécessaires pour travailler en état-major, mais aussi pour aller sur le terrain. Maintenant, je suis d'accord que dans le principe de fonctionnement, il y a des officiers pour aller commander sur le terrain, il y a des officiers pour cogiter, comme on dit, en terre à terre, en état-major. Maintenant, là, c'est la décision du chef. Je pense que seul le chef d'état-major peut répondre valablement à cette question. Pourquoi il décide en cours d'action de dire, mes officiers du CPCO, allez sur le terrain. Mais sinon, en termes de valeur, de savoir-faire, on était capable. La preuve en est, moi, ma fonction avant d'être au CPCO, j'étais chef de corps. C'est ce que je peux répondre. Très bien. Je vais continuer, mais je vous poserai la question. Est-ce que vous vous rappelez ce que vous avez dit dans votre déclaration antérieure au bureau du procureur à ce sujet? Oui, je me rappelle et avec votre permission, je peux le rappeler. S'il vous plaît, oui. Oui, j'ai dit aux enquêteurs que je ne devais pas me retrouver là en tant qu'officier d'état-major CPCO parce que les hommes qui étaient sur le terrain avaient le chef de corps et le commandant second. Et ce sont eux au départ qui assuraient cette fonction. Donc, on ne devrait pas y être. Mais j'ai précisé qu'en termes de capacité, maintenant c'est au chef qu'il faut demander pourquoi il a pris cette décision. Et savez-vous pourquoi le chef a pris cette décision? Ah là, je ne le sais pas. Vous n'avez aucune idée. Aucune idée. Très bien. J'aimerais qu'on discute des événements du 3 mars. La marche des femmes à Bobo. Et pour ce faire, Monsieur le Président, et je vais changer en anglais, si vous me permettez. I think we'll have to, with this witness, Je pense qu'avec ce témoin, il nous faudra agir de manière très circonspecte, quitte à passer en huis clos partiel pour discuter des frontières. Avec votre permission, j'aimerais m'adresser à la Chambre
au juge de la Chambre pendant 1 minute à huis clos partiel, après quoi nous pouvons repasser en audience publique. Le président, très bien. Alors très brièvement, nous allons passer à huis clos partiel. I remind you that you have half an hour. Je vous rappelle qu'il vous reste 30 minutes.